Toute ma famille prévoyait de s'opposer à mon mariage. Ma cousine m'a appelé à 2 heures du matin la veille et m'a tout raconté. Maman, papa, mes frères, absolument tous. J'ai changé le lieu à 6 heures du matin et je n'en ai prévenu aucun. Je m'appelle Julien. J'ai 29 ans. Et il y a environ 3 mois, j'ai réussi le plus grand tour de magie depuis que ce magicien de Las Vegas a fait disparaître un hélicoptère entier. Sauf que je n'ai pas fait disparaître d'hélicoptère. J'ai fait disparaître mon mariage tout entier aux yeux de ma propre famille, à 6 heures du matin le jour même. Laissez-moi revenir en arrière car cette histoire nécessite du contexte et honnêtement, si je passe directement à la meilleure partie, vous penseriez que je suis fou. Je vous préviens, à la fin de tout cela, vous penserez peut-être encore que je suis fou, mais au moins vous comprendrez pourquoi. J'ai grandi à Bron, dans le Rhône, près de Lyon, dans l'une de ces familles qui semblaient parfaites de l'extérieur. Grande maison, beau jardin, 2 parents présents à chaque événement scolaire. 3 garçons qui faisaient du sport et avaient des notes correctes. Mes frères aînés, Alexandre et Mathieu, étaient les stars. Alexandre était l'enfant prodige, l'aîné qui ne pouvait rien faire de mal. Star du rugby au lycée, diplôme de commerce de l'université Lyon 3. Il a obtenu un emploi dans un cabinet de conseil avant même d'obtenir son diplôme. Mathieu était l'enfant du milieu, mais il jouait ce rôle à fond. Le clown de la classe, le meilleur ami de tout le monde, le gars capable de se sortir d'une amende pour excès de vitesse et d'obtenir une entrée gratuite dans une brasserie lyonnaise le même après-midi grâce à son charme. Et puis il y avait moi, Julien, le plus jeune, le silencieux, celui que ma mère a un jour présenté lors d'un barbecue familial en disant « Et voici notre autre fils », tout en faisant un geste vague dans ma direction comme si j'étais un meuble qu'elle n'avait pas encore eu le temps de retapisser. Je ne dis pas que mes parents ne m'aimaient pas. Je pense qu'ils m'aimaient, à leur manière distraite du genre nous avons déjà épuisé notre enthousiasme sur les 2 premiers. Mais grandir dans cette maison m'a appris très tôt que l'attention était une ressource limitée, et j'étais toujours le dernier sur la liste. Alexandre a eu une voiture neuve pour son 18e anniversaire. Mathieu a eu l'ancienne voiture d'Alexandre, qui était encore très bien. Moi, j'ai eu une carte de tram et une tape dans le dos. Quand j'ai ramené un bulletin avec que des mentions bien, mon père y a jeté un coup d'œil et a dit « Bon travail, mon grand », sans lever les yeux de son match de rugby. Quand Alexandre a ramené un assez bien à l'université, ils lui ont organisé un dîner dans une brasserie traditionnelle lyonnaise. Je ne suis pas amer à ce sujet. D'accord, je suis un peu amer, mais j'ai suivi une thérapie et mon thérapeute dit que j'ai le droit de le reconnaître tant que je ne laisse pas cela me définir. Donc, voilà, c'est reconnu et cela ne me définit pas, la plupart du temps. Après le lycée, je suis allé à l'université Lyon 1, j'ai obtenu un diplôme en technologie de l'information et j'ai commencé à travailler pour une entreprise de cybersécurité dans le centre de Lyon. Ce n'était pas glamour, mais j'étais doué pour ça. Et en quelques années, j'ai gravi les échelons jusqu'à un poste d'analyste senior avec un très bon salaire. Pas le salaire d'Alexandre, car Alexandre ne laissait jamais personne oublier qu'il gagnait un salaire à 6 chiffres, mais assez pour pouvoir m'offrir un bel appartement et économiser pour l'avenir. Plus important encore, je m'étais construit une vie qui m'appartenait. Mes propres amis, mes propres passe-temps, ma propre identité qui n'avait rien à voir avec le fait d'être l'autre fils. Et puis j'ai rencontré Chloé. Chloé Laurent, 1,68 m, des cheveux roux foncés, des taches de rousseur sur le nez, et un rire capable de donner à une pièce remplie d'inconnus l'impression d'être de vieux amis. Elle était assistante vétérinaire, faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux le week-end et avait des opinions bien arrêtées sur le marché qui vendait le meilleur poulet rôti. Elle était le genre de personne qui se souvenait de votre commande de café après l'avoir entendue une seule fois et qui vous envoyait des articles sur des choses que vous aviez mentionnées en passant 3 semaines plus tôt. Je l'ai rencontrée à la fête d'anniversaire d'un ami et, à la fin de la soirée, je savais que j'avais fini de chercher. C'était elle. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. C'était simple, juste nous deux au parc de la Tête d'Or un samedi matin. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Son chien a essayé de manger la boîte de la bague. C'était parfait. Maintenant, voici où les choses commencent à déraper. La réaction de ma famille aux fiançailles a été, disons, tiède. Ma mère a dit, « Oh, c'est bien », sur le même ton qu'elle aurait utilisé si je lui avais dit que j'avais trouvé une bonne affaire sur du papier essuie-tout. Mon père m'a serré la main et a dit, « Eh bien, j'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques », ce qui était une chose étrange à dire à propos d'une femme qu'il avait rencontrée exactement 4 fois.
Alexandre a fait une blague sur le fait que je m'assurais de l'avoir avant qu'elle ne se rende compte qu'elle pouvait trouver mieux, ce qu'il a lancé avec un grand sourire comme si c'était la chose la plus drôle que quelqu'un ait jamais dite. Mathieu semblait au moins sincèrement heureux pour moi, ou du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Mais le vrai problème, c'était ma mère et Chloé. Dès le premier jour, ma mère avait décidé que Chloé n'était pas assez bien pour notre famille. Non pas que notre famille soit une sorte de dynastie. Mon père vendait des assurances et ma mère était une hygiéniste dentaire à la retraite. Mais dans son esprit, le nom de la famille avait du poids. Et Chloé, une assistante vétérinaire originaire de Mâcon dont les parents dirigeaient une petite entreprise d'aménagement paysager, ne répondait pas aux standards invisibles que ma mère avait inventés. Cela a commencé par de petites choses. Des commentaires sur les vêtements de Chloé lors des dîners de famille, des questions pour savoir si elle prenait vraiment sa carrière au sérieux ou si elle passait juste ses journées à jouer avec des animaux. Ma mère a un jour demandé à Chloé devant tout le monde si elle avait déjà envisagé de faire quelque chose de plus professionnel avec ses cheveux, comme si la queue de cheval parfaitement normale de Chloé était une sorte d'offense personnelle. Chloé a géré cela avec grâce à chaque fois, ce qui a curieusement poussé ma mère à la détester encore plus. Je pense que ma mère voulait une réaction, voulait la preuve que Chloé était difficile ou dramatique. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée face à une femme qui souriait, changeait de sujet, puis pleurait dans ma voiture sur le chemin du retour. J'aurais dû fixer des limites plus fermement et plus tôt. Je le sais maintenant, mais quand on grandit en étant l'enfant qui ne fait pas de vagues, l'enfant qui reste silencieux pour maintenir la paix, la confrontation ressemble à une tentative de respirer sous l'eau. J'ai parlé à ma mère en privé à quelques reprises, je lui ai demandé d'être plus gentille, je lui ai dit que Chloé était importante pour moi. Ma mère hochait la tête et disait, « Bien sûr, mon chéri, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et puis, lors de la réunion de famille suivante, elle faisait un autre commentaire sur le fait que Chloé n'était probablement pas habituée à ce genre de choses alors que nous mangions dans un restaurant qui avait des serviettes en tissu. Les préparatifs du mariage ont tout empiré. Ma mère voulait s'impliquer, ce qui semble gentil jusqu'à ce que vous réalisiez que sa version de l'implication signifiait contrôler chaque détail et mettre son veto à tout ce que Chloé suggérait. Elle voulait le mariage selon les traditions de sa paroisse. Chloé et moi ne sommes pas pratiquants. Elle voulait un dîner assis formel pour 200 personnes. Nous voulions une réception décontractée pour 80. Elle voulait que Chloé porte un style de robe spécifique que ma mère avait vu dans un magazine. Et quand Chloé a poliment dit qu'elle avait déjà trouvé sa robe, ma mère lui a dit qu'elle regretterait de ne pas avoir écouté quelqu'un avec plus d'expérience. J'ai fini par craquer lors d'un dîner de famille environ 4 mois avant le mariage. Ma mère a fait un commentaire sur le fait que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas comment les choses se font dans cette famille, et j'ai dit calmement mais fermement que Chloé et moi organisions notre mariage à notre façon et que si elle ne pouvait pas nous soutenir, elle n'avait pas besoin d'être impliquée. La table est devenue silencieuse. Mon père a fixé son assiette. Alexandre a eu un sourire narquois. Mathieu avait l'air mal à l'aise. Les yeux de ma mère sont devenus vitreux et elle s'est excusée de la table. Après cette nuit-là, les choses sont devenues glaciales. Mes parents étaient polis mais distants. Mes frères ont cessé de m'envoyer des textos à moins que je ne le fasse en premier. Les dîners de famille sont devenus des affaires gênantes et guindées où tout le monde parlait autour de moi comme si j'étais un fantôme. Je me suis dit que ça passerait. Je me suis dit qu'une fois le mariage passé et qu'il verrait à quel point Chloé me rendait heureux, il changerait d'avis. Je me suis dit beaucoup de choses. Et puis, à 2h14 du matin la nuit avant mon mariage, mon téléphone a sonné. C'était ma cousine Noémie. Et ce qu'elle m'a dit lors de cet appel téléphonique a tout changé. Noémie est la fille de la sœur de ma mère, et elle a toujours été la seule personne de ma famille élargie à me traiter comme si je comptais vraiment. Nous avons le même âge, nous avons grandi ensemble, et elle est le genre de personne qui conduira 45 minutes à minuit pour vous apporter de la soupe quand vous êtes malade et qui agira ensuite comme si ce n'était pas grave. Elle est aussi la seule personne de ma famille qui a sincèrement apprécié Chloé dès le début. Elle m'a dit un jour que Chloé était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. Et le fait que personne d'autre ne le voit lui donnait envie de crier dans un oreiller. J'aime Noémie. Donc, quand mon téléphone a vibré à 2h du matin la nuit avant mon mariage et que j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Noémie n'est pas du genre à appeler à 2h du matin. Noémie est du genre à dire bonne nuit à 21h30 et à mettre son téléphone sur silencieux à 22h. J'ai décroché et sa voix tremblait. Julien,
Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes tout avant de réagir. Je me suis assis dans le lit. Chloé dormait à côté de moi. Nous logions dans un hôtel près du lieu de réception, et le dîner de répétition s'était terminé quelques heures plus tôt. Tout s'était bien passé. Mes parents avaient été polis, bien qu'un peu raides. Mes frères avaient porté leur toast, qui était médiocre, mais inoffensif. J'étais allé me coucher en pensant que je m'étais peut-être inquiété pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Noémie a pris une inspiration. Après que toi et Chloé ayez quitté le dîner de répétition, ta mère a pris tout le monde à part. Ton père, Alexandre, Mathieu, tante Isabelle, oncle Gérard. Elle avait tout un discours préparé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en toute conscience laisser ce mariage avoir lieu sans s'exprimer. Elle a dit que Chloé n'était pas faite pour toi, que tu avais été manipulé, que tu avais changé depuis que tu l'avais rencontrée, et que la famille devait intervenir. Mon estomac s'est noué. Intervenir comment? Elle veut qu'ils s'opposent tous pendant la cérémonie. Quand le célébrant demandera si quelqu'un a une raison, ta mère va se lever et faire un discours. Elle l'écrit depuis des semaines. Julien, elle me l'a montré sur son téléphone. Il fait 2 pages de long. Elle parle de la façon dont Chloé t'a isolé de la famille. De la façon dont elle ne vient pas du bon milieu. De la façon dont elle pense que Chloé n'est avec toi que pour la stabilité. C'est horrible. Je ne pouvais plus parler. Je suis juste resté assis là dans la chambre d'hôtel sombre, à fixer le mur, en écoutant ma cousine décrire en détail comment ma propre mère avait orchestré une embuscade coordonnée à mon mariage. Mon père avait accepté de la soutenir. Alexandre a dit qu'il ajouterait quelques mots parce que, bien sûr, il le ferait. Il n'a jamais pu résister à l'occasion d'être le centre d'attention. Mathieu ne s'était pas porté volontaire pour parler, mais ne s'y était pas opposé non plus. Il est juste resté assis là et a hoché la tête, ce qui d'une certaine manière semblait pire. Au moins, Alexandre était ouvertement terrible. Mathieu a prétendu se soucier de moi, puis est resté les bras croisés pendant que ma famille prévoyait de m'humilier, moi et la femme que j'aimais, devant 80 personnes. Qui d'autre est au courant? Ai-je demandé. Tous ceux qui étaient à cette table après ton départ. Ta mère a présenté cela comme une intervention, comme s'il te sauvait. Tante Isabelle s'est en fait disputée avec elle, lui a dit que c'était mal, mais ta mère l'a fait taire. Oncle Gérard est resté en dehors de ça parce que Gérard reste en dehors de tout. C'est toute sa personnalité. Mais ton père, Alexandre, Mathieu, ils sont tous de la partie. Et quel est exactement le plan? Il se lève et commence à parler. Ta mère a dit qu'elle se lèverait quand le célébrant poserait la question. Elle dirait ce qu'elle a à dire et ensuite elle s'attend à ce que tu reprennes tes esprits et que tu annules tout. Elle croit sincèrement qu'une fois qu'elle aura dit ce qu'elle a à dire, tu seras d'accord avec elle. Elle a dit à tout le monde que tu la remercierais plus tard. Je veux décrire le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, mais je ne pense pas que les mots lui rendent vraiment justice. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était plutôt comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds et que je ne faisais que tomber et qu'il n'y avait rien à quoi me raccrocher. Mes propres parents, mes frères, les personnes qui étaient censées être là pour moi le jour le plus important de ma vie avaient passé la soirée après mon dîner de répétition à comploter pour le détruire. Et ma mère préparait ça depuis des semaines. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas un éclat de voix sous le coup de l'émotion. Elle avait écrit un discours, de 2 pages. Elle avait rédigé des arguments expliquant pourquoi la femme que j'aimais n'était pas assez bien. Noémie parlait toujours, me disant qu'elle était désolée, me disant qu'elle avait essayé de dissuader ma mère, me disant qu'elle ne savait pas quoi faire, mais qu'elle ne pouvait pas laisser cela se produire sans m'avertir. Je lui ai dit que je l'aimais et que je m'en occuperais. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis dans cette chambre d'hôtel sombre pendant un long moment. Chloé dormait encore. Elle n'en avait aucune idée. Elle avait passé des mois à planifier ce mariage, à choisir des fleurs, à sélectionner des chansons, à écrire ses vœux sur des fiches à la table de la cuisine pendant que ses chiens dormaient à ses pieds. Ma famille la rendait nerveuse. Je le savais. Mais elle a surmonté ça parce qu'elle m'aimait et qu'elle croyait que les gens pouvaient changer d'avis si on était assez patient. Et le plan de ma mère était de se lever devant tous ceux à qui Chloé tenait et d'annoncer qu'elle n'en était pas digne. J'ai pensé à affronter ma mère, à l'appeler à 2h30 du matin et à lui dire que je savais tout. Mais j'étais déjà passé par là. Chaque fois que j'affrontais ma mère,
elle pleurait, niait, détournait l'attention, puis faisait exactement ce qu'elle avait l'intention de faire de toute façon. Lui parler ne l'arrêterait pas. Cela lui donnerait juste le temps d'ajuster son plan. J'ai pensé à annuler le mariage, à tout laisser tomber et à m'enfuir pour me marier plus tard. Mais j'avais l'impression de les laisser gagner. Chloé méritait son mariage. Elle méritait de remonter l'allée, de prononcer ses vœux et de danser avec moi devant les personnes qui nous aimaient vraiment. Je n'allais pas laisser ma famille lui enlever ça. Et puis, vers 3 heures du matin, en fixant le plafond pendant que mon esprit s'emballait, j'ai eu une idée. Une idée terrible, magnifique, absolument folle. Je n'allais pas annuler le mariage. Je n'allais affronter personne. J'allais déplacer tout le mariage. Lieu différent, même jour, même heure. Et je n'allais tout simplement pas dire à ma famille où c'était. Je sais comment ça sonne. Je sais que les gens normaux ne déplacent pas tout leur mariage 6 heures avant la cérémonie. Mais j'avais passé 29 ans à être le silencieux, l'agréable, celui qui maintenait la paix à ses propres dépens. Cette nuit-là, dans cette chambre d'hôtel, quelque chose a changé. J'en avais fini d'être la version de moi que ma famille m'avait appris à être. Ils voulaient s'opposer. Très bien, ils pourraient s'opposer face à une pièce vide. J'ai réveillé Chloé à 4 heures du matin. Elle s'est assise, confuse et à moitié endormie, et je lui ai tout raconté. Chaque mot que Noémie avait dit, le discours, le plan, tout. J'ai regardé son visage passer de la confusion à la blessure, puis à la fureur en environ 30 secondes. Puis elle est devenue très silencieuse, ce qui, comme je l'avais appris au cours des 2 dernières années, était bien plus dangereux que lorsqu'elle devenait bruyante. La Chloé silencieuse était la Chloé stratégique. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» a-t-elle demandé. « J'ai une idée, ai-je dit. Mais tu vas penser que je suis fou. » Elle m'a regardé avec ses yeux verts et a dit, « Julien, ta mère a préparé un discours de démolition de 2 pages pour mon mariage. La folie a quitté ce bâtiment il y a bien longtemps. Dis-moi le plan. » Alors, je lui ai dit, tout à son honneur, elle n'a pas hésité. Elle a attrapé son téléphone et a dit, « J'appelle ma mère. » À 4h30 du matin, la mère de Chloé, une femme nommée Françoise Laurent, qui avait un jour organisé une collecte de fonds pour l'association de quartier en 48 heures après que la coordinatrice d'origine se soit cassé la jambe, était bien réveillée et passait des appels téléphoniques. À 5 heures, la demoiselle d'honneur de Chloé, sa meilleure amie Alice, était debout et mobilisait le cortège nuptial. À 5h30, j'ai appelé chaque personne sur notre liste d'invités qui n'étaient pas membres de ma famille immédiate et je leur ai dit qu'il y avait eu un changement de programme et de vérifier leur texto pour le nouvel emplacement. Le lieu d'origine était une grange rénovée dans les environs de Bron. Un endroit magnifique, rustique, exactement ce que nous voulions. Mais je connaissais une solution de rechange. L'oncle de Chloé possédait une propriété à environ 20 minutes au sud, une ferme sur 12 hectares avec une grande terrasse couverte et une vue sur un étang qui ressemblait à une peinture. Il l'avait proposé des mois plus tôt comme alternative et nous avions poliment refusé. À 5h45 du matin, je l'ai appelé. « Salut, oncle Marc. C'est Julien. Je sais que ça va paraître fou, mais est-ce que ta ferme est disponible aujourd'hui ?» Il y a eu un silence. « Fils, il n'est même pas 6 heures du matin. » Je sais, et je suis désolé, mais je dois déplacer mon mariage, et j'expliquerai tout plus tard. Un autre silence. Puis il a ri. « Eh bien, j'ai toujours dit que cette grange était trop chère de toute façon. Venez ici. Je vais préparer le café. » À 6 heures du matin, le mariage avait une nouvelle maison, et ma famille n'en avait aucune idée. Les heures qui ont suivi ont été les plus chaotiques, les plus stressantes et les plus étrangement exaltantes de ma vie. Imaginez une opération militaire planifiée par une assistante vétérinaire, sa mère et un gars qui travaille dans la cybersécurité. Alimenté entièrement par du café de station-service et le genre d'adrénaline que vous n'obtenez que lorsque votre famille vous a poussé au-delà du point où vous vous souciez des conséquences. La mère de Chloé, Françoise, était la générale. À 7 heures du matin, elle avait un porte-bloc, un vrai porte-bloc avec une liste de contrôle et des notes autocollantes classées par couleur. Cette femme avait attendu toute sa vie une crise qu'elle pourrait résoudre grâce à son sens de l'organisation, et elle s'épanouissait. Elle a appelé le fleuriste, qui s'est montré étonnamment flexible une fois que Françoise a expliqué la situation avec sa voix calme et terrifiante de présidente de l'association de quartier. Elle a appelé le traiteur, qui a grommelé à propos du changement d'adresse,
mais a accepté lorsque Françoise a offert 200 € supplémentaires et ce que je ne peux décrire que comme un câlin verbal qui contenait aussi une menace. Elle a appelé l'animateur musical, qui a dit, honnêtement, c'est la chose la plus intéressante qui me soit arrivée de toute l'année, et il est arrivé en avance. La ferme d'oncle Marc était meilleure que je n'aurais pu l'espérer. La terrasse couverte était immense, surplombant l'étang avec des guirlandes lumineuses déjà accrochées aux poutres parce que la femme d'oncle Marc, Anne, les gardait toute l'année. La propriété disposait d'un grand parking en gravier, d'une maisonnette pour les invités où Chloé pourrait se préparer, et d'une vue qui faisait ressembler notre lieu de réception initial à un hangar de stockage. Anne avait tondu la pelouse à l'aube, installé des chaises pliantes du garage et arrangé des fleurs sauvages de son jardin dans des bocaux en verre le long de l'allée. Quand je suis arrivé à 7h30, elle m'a tendu un café et a dit, « Ta mère est un cas, mais tu as bien tourné. Il faut que je te parle de la situation des téléphones parce que c'est là que ça devient intéressant. » J'avais mis en sourdine toutes les notifications de ma famille. Ma mère, mon père, Alexandre, Mathieu, tous envoyaient des textos et appelaient sur mon ancien téléphone, que j'avais laissé à l'hôtel. J'avais pris le téléphone de secours de Chloé pour me coordonner avec les invités et les prestataires. Et pour autant que ma famille le sache, je faisais juste la grasse matinée le matin de mon mariage comme une personne normale. La cérémonie était initialement prévue pour 14h. Je me suis dit qu'il commencerait à se douter de quelque chose vers midi quand je ne répondrais pas, mais à ce moment-là, ça n'aurait plus d'importance. Les invités ont commencé à arriver vers 12h30. La famille de Chloé, nos amis, quelques-uns de mes cousins que Noémie avait personnellement appelés et vérifiés pour s'assurer qu'ils ne faisaient pas partie de l'équipe d'embuscade. Chaque personne qui a remonté cette allée de gravier m'a serré dans ses bras et m'a dit que je prenais la bonne décision. Quelques-uns d'entre eux m'ont regardé comme si j'étais légèrement dérangé, ce qui était de bonne guerre. Mon pote Hugo, que je connaissais depuis l'université, est arrivé avec une glacière pleine de bière et a dit, « Mec, c'est soit la meilleure décision que tu aies jamais prise, soit le scénario d'un film qui tourne terriblement mal. Quoi qu'il en soit, je suis là pour ça. » Noémie est arrivée à 13h, ayant l'air de ne pas avoir dormi du tout, ce qui était probablement le cas. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle allait me fêler une côte. « Ta mère m'a appelé ce matin pour me demander si je savais où tu étais. Elle a dit que je lui avais dit que je n'avais pas de tes nouvelles. Elle avait l'air agacée, pas inquiète, comme si tu la dérangeais. » C'était logique. Dans le monde de ma mère, j'existais principalement comme un personnage secondaire dans son histoire. Et les personnages secondaires qui s'écartaient du scénario étaient un désagrément, pas une préoccupation. À 13h45, je me tenais au bout d'une allée faite de fleurs sauvages et de bocaux en verre dans une ferme de 12 hectares où je n'étais jamais allé avant ce matin-là, portant mon costume et essayant de ne pas complètement craquer. Notre célébrant, un ami de la famille de Chloé nommé Olivier, qui avait célébré la moitié des couples de leur cercle, se tenait à côté de moi, l'air serein et complètement indifférent au fait qu'il avait reçu le changement d'adresse à 6h15 du matin. L'homme avait l'énergie calme de quelqu'un qui a tout vu et qui a décidé depuis longtemps que très peu de choses valent la peine de s'énerver. Et puis Chloé est arrivée au coin de la maisonnette des invités et tout ce qui était chaotique, douloureux et épuisant qui s'était passé au cours des 12 dernières heures s'est évaporé. Elle portait la robe qu'elle avait elle-même choisie, celle à laquelle ma mère avait essayé de mettre son veto, et on aurait dit qu'elle avait été conçue spécifiquement pour me faire oublier comment respirer. Son père, un homme discret nommé Jean, qui communiquait principalement par de fermes poignées de main et des hochements de tête significatifs, l'a accompagné le long de l'allée avec des larmes coulant sur son visage qu'il n'a absolument pas cherché à essuyer. Jean-Laurent n'était pas un homme qui pleurait. Alors quand il pleurait, on savait que ça voulait dire quelque chose. Je ne vais pas partager nos vœux avec vous parce qu'ils nous appartiennent. Mais je vous dirai que les vœux de Chloé incluaient la phrase « Je promets d'être toujours ta plus fervente alliée et ton refuge le plus doux ». Et j'ai dû faire une pause d'environ 30 secondes pour me ressaisir avant de pouvoir prononcer les miens. Le célébrant Olivier, tout à son honneur, a juste souri et attendu. Il avait probablement vu beaucoup de mariés craquer devant l'autel, et il a eu le bon sens de ne pas précipiter les choses. Lorsqu'Olivier a demandé si quelqu'un avait une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, le silence a été absolu. Pas de discours, pas de monologue de 2 pages, pas d'intervention familiale coordonnée, juste le chant des oiseaux, une légère brise venant de l'étang et 80 personnes qui étaient là parce qu'elles le voulaient vraiment. Nous avons prononcé nos vœux. Nous avons échangé les alliances.
Olivier nous a déclaré mari et femme et j'ai embrassé ma femme devant les personnes qui nous aimaient dans une ferme que j'avais découverte à 5h45 ce matin-là, pendant que quelque part à l'autre bout de la ville. Ma famille était assise dans une grange vide en se demandant où le marié était passé. Voici ce que j'ai découvert plus tard sur ce qui s'était passé sur le lieu d'origine. Ma mère est arrivée à midi, sur son 31, son discours vraisemblablement glissé dans sa pochette comme une arme qu'elle polissait depuis des semaines. Mon père était avec elle, ainsi que Alexandre et sa femme Émilie, et Mathieu. Ils sont entrés dans la grange et l'ont trouvée vide. Pas de fleurs, pas de chaises, pas d'invités, pas de moi. Ma mère m'a appelé 17 fois entre 12h30 et 13h15. Mon père m'a appelé 8 fois. Alexandre m'a envoyé un texto, « Où diable es-tu » Suivi de, « Ce n'est pas drôle, Julien ». Suivi de, « Maman perd la tête ». Mathieu a envoyé un texto qui disait juste, « Frérot », ce qui correspondait à peu près au niveau d'effort que j'avais pris l'habitude d'attendre de Mathieu. Selon Noémie, qui a eu tout le récit plus tard par tante Isabelle, la réaction de ma mère est passée par plusieurs étapes. D'abord la confusion, puis l'irritation, puis la panique, puis quand elle a finalement compris que le mariage avait lieu ailleurs sans elle, la rage. Une rage totale et volcanique du genre comment hostile. Elle se serait tenue au milieu de cette grange vide et aurait dit, il le regrettera pour le reste de sa vie. Mon père a essayé de la calmer. Alexandre cherchait déjà le numéro de téléphone du traiteur sur Internet pour essayer de savoir où nous étions partis. Mathieu est juste resté là, l'air perdu, ce qui, encore une fois, était sa spécialité. Ils ne nous ont jamais trouvés. Au moment où ils ont compris que le mariage avait été déplacé, la cérémonie était terminée. La réception battait son plein, et je dansais avec ma femme sur une chanson que ma mère n'avait jamais entendue car elle n'avait jamais demandé à Chloé quel genre de musique elle aimait. La réception était incroyable. La propriété d'oncle Marc et Anne était magique au coucher du soleil. Une lumière dorée partout et des lucioles qui commençaient à sortir près de l'étang. L'animateur musical a tout passé, de la chanson française des années 90 à la variété actuelle. La mère de Chloé a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde. Hugo a fait un discours de témoin qui a fait rire tout le monde. Noémie s'est assise à notre table et a dit à Chloé quelle était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la famille, et elle parlait de notre famille, pas seulement de la mienne. La nourriture était incroyable. Le gâteau penchait un peu parce que le pâtissier l'avait transporté à une adresse différente avec un préavis de 30 minutes, mais il était parfait en bouche et honnêtement, cette inclinaison lui donnait du caractère. À un moment pendant la réception, Chloé m'a pris à part près de l'étang où personne ne pouvait nous entendre. La musique jouait en fond sonore, les gens riaient et dansaient, et elle a pris mes mains, m'a regardé et a dit, « Merci de m'avoir choisi. » J'ai dit, « Je te choisirai toujours. » Et je le pensais. Pas comme une réplique, pas comme un geste romantique, comme un fait. J'avais passé toute ma vie à être choisi en dernier par les personnes qui étaient censées me choisir en premier. Et j'avais épousé quelqu'un qui me faisait sentir comme un choix évident. Je n'allais pas gâcher ça. Nous avons quitté la réception vers 23h, nous avons conduit jusqu'à notre hôtel, et j'ai enfin rallumé mon ancien téléphone. 43 appels manqués, plus de 100 textos. Je n'en ai lu absolument aucun. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, j'ai regardé ma femme et j'ai dit, « Ça peut attendre. » Elle a souri. Pour toujours si nécessaire. J'ai ri. Elle n'avait pas tort. Chloé et moi sommes partis en lune de miel 2 jours plus tard. Nous sommes allés à Honfleur pendant une semaine parce que Chloé avait toujours voulu séjourner dans l'une de ces vieilles auberges rénovées près de la mer, et je serais allé sur un parking si cela signifiait être avec elle. Honfleur était donc une nette amélioration. Nous avons mangé des fruits de mer et des galettes au petit déjeuner, nous nous sommes promenés sur les quais pavés, nous avons fait une visite guidée qui tenait plus de la découverte que de l'aventure, et je n'ai pas consulté le téléphone de ma famille une seule fois. Ce fut la semaine la plus paisible de ma vie. Mais la paix a une date d'expiration quand votre famille fonctionne au chaos. Nous sommes rentrés chez nous un dimanche soir et le lundi matin, la campagne avait commencé. Ma mère avait passé toute la semaine de notre absence à construire un récit. Je le sais parce que Noémie m'a appelé le lundi après-midi et m'a fait un compte-rendu complet. Et honnêtement, à ce stade, Noémie méritait un salaire pour la quantité de travail de renseignement qu'elle accomplissait pour moi. Selon Noémie, ma mère avait appelé tous les parents, amis de la famille et vagues connaissances qui lui venaient à l'esprit pour leur raconter sa version de ce qui s'était passé. Dans sa version,
j'avais été manipulé par Chloé pour exclure ma famille du mariage. Chloé était contrôlante et vindicative et avait monté Julien contre sa propre mère. Ma mère était la victime. Elle l'était toujours. L'histoire qu'elle racontait était un chef-d'œuvre de montage sélectif. Elle a omis la partie où elle rabaissait Chloé depuis 2 ans. Elle a omis les mois de commentaires passifs-agressifs, les tentatives de contrôle sur l'organisation du mariage, les insinuations constantes que Chloé n'était pas assez bien. Et elle a absolument omis la partie où elle avait organisé une opposition coordonnée lors de la cérémonie. Dans sa version, elle était une mère aimante qui voulait juste participer au jour spécial de son fils et qui avait été cruellement exclue sans raison. Certaines personnes y ont cru. La sœur de mon père, tante Sylvie, m'a envoyé un long texto expliquant que la famille passait avant tout et que je devais avoir honte de moi. 2 amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur mon mariage. La voisine de ma mère, une femme nommée Jacqueline, que j'avais rencontrée peut-être 3 fois dans ma vie, a laissé un commentaire sur l'une des publications de Chloé sur les réseaux sociaux qui disait « Je prie pour la famille de ton mari », avec une émoticône représentant un visage triste. Ce qui était un niveau d'agressivité passive que je ne savais même pas possible de la part de quelqu'un nommé Jacqueline. Mais voici la chose sur laquelle ma mère n'avait pas compté. Les gens parlent. Et les personnes qui étaient à notre vrai mariage ont beaucoup parlé. La famille de Chloé, nos amis, mes cousins qui étaient là, ils connaissaient tous la vraie histoire. Ils savaient pourquoi nous avions déplacé le mariage. Ils étaient au courant du projet d'opposition, et ils n'ont pas hésité à corriger le récit quand ils entendaient la version de ma mère. Noémie, en particulier, s'est transformée en véritable vérificatrice de faits pour tous ceux qui répétaient l'histoire de ma mère, armée de captures d'écran et d'horodatage. Et du genre de fureur juste que seule une cousine qui observe les dysfonctionnements familiaux de l'intérieur depuis 30 ans peut rassembler. En l'espace de 2 semaines, la tendance avait commencé à s'inverser. Tante Isabelle, la propre sœur de ma mère, a publiquement pris mon parti. Elle était au dîner de répétition quand ma mère avait présenté son plan d'opposition, et elle a dit à quiconque voulait l'entendre que ma mère avait perdu la tête et avait essayé de ruiner le mariage de ce garçon. Oncle Gérard, qui historiquement restait en dehors de tout, m'a envoyé un texto qui disait « Ta mère avait tort et j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolé, gamin. » Venant de Gérard, c'était fondamentalement un monologue shakespearien. Pour mes frères, c'était une situation différente. Alexandre m'a appelé environ 10 jours après le mariage, et la conversation était exactement ce que l'on attendrait de quelqu'un qui a passé toute sa vie à s'entendre dire qu'il était la personne la plus importante dans chaque pièce. « Julien, ce que tu as fait était tordu », a-t-il dit. Pas de salutation, pas de comment s'est passée la lune de miel. Directement dans son sermon préparé. Maman pleure tous les jours depuis le mariage. Tu l'as humiliée. Elle avait l'intention de m'humilier, ai-je répondu. Elle allait se lever devant tous ceux à qui je tiens et faire un discours pour expliquer pourquoi ma femme n'est pas assez bien. Elle l'a écrit. Alexandre, il faisait 2 pages. Il y a eu un silence. Elle essayait de te protéger de quoi? D'être heureux. De me marier avec quelqu'un qui me respecte vraiment. Chloé t'a changé, mec. Tu étais détendu avant. Tu laissais couler les choses. J'étais un paillasson. Il y a une différence. Il n'avait pas de réponse à cela. Alexandre était habitué à une version de moi qui ne ripostait pas et se retrouver face à la nouvelle version n'était clairement pas quelque chose auquel il s'était préparé. Il a terminé l'appel en disant « Ce n'est pas fini ». Ce qui sonnait vaguement comme une menace, mais c'était en fait juste Alexandre essayant d'avoir le dernier mot parce que c'est comme ça qu'il opérait depuis que nous étions enfants. L'approche de Mathieu était plus subtile, ce qui était plus agaçant. Il n'a pas appelé pour me faire la morale. Au lieu de cela, il a envoyé ces textos soigneusement formulés qui étaient conçus pour me faire culpabiliser sans qu'il n'ait à prendre position. Des choses comme « Je veux juste que tout le monde s'entende et je déteste voir la famille comme ça et maman souffre vraiment ». Vous savez, l'acte classique de médiateur de l'enfant du milieu, sauf que Mathieu ne jouait pas les médiateurs. Il appliquait une pression au nom de ma mère tout en maintenant un déni plausible. Il voulait que je cède pour qu'il puisse retrouver son confort, car la principale motivation de Mathieu dans la vie était d'éviter l'inconfort. Et mon refus de jouer le jeu lui rendait les choses inconfortables. Je n'ai pas cédé. Chloé et moi nous sommes assis un soir et avons eu une longue conversation sur ce à quoi nous voulions que nos limites ressemblent à l'avenir. Elle a été incroyable tout au long de ce processus.
Elle n'a jamais dit de mal de ma famille, ne m'a jamais donné d'ultimatum, n'a jamais dit c'est moi ou eux. Elle m'a juste demandé de quoi j'avais besoin et a soutenu tout ce que j'ai décidé. Ce que j'ai décidé, c'était ceci. J'étais ouvert à l'idée d'avoir une relation avec ma famille, mais ce serait à mes conditions et cela nécessiterait une véritable reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Pas un passons à autre chose. Pas un nous avons tous fait des erreurs. Un véritable aveu honnête qu'ils avaient prévu de saboter mon mariage et que c'était mal. J'ai envoyé à mes parents, à Alexandre et à Mathieu un message séparé à chacun exposant cela. C'était calme, direct et ne laissait aucune place à l'interprétation. Je leur ai dit que je les aimais, que je les voulais dans ma vie, mais que je ne pouvais pas prétendre que ce qui s'était passé était acceptable. Je leur ai dit que j'avais besoin de 3 choses. Une reconnaissance que le plan d'opposition était mal, des excuses à moi et à Chloé, et un engagement à traiter Chloé avec respect à l'avenir. Pas la perfection, juste la décence humaine de base. Mon père a répondu en premier, ce qui m'a surpris. Il a dit qu'il devait y réfléchir, ce qui était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Alexandre n'a pas répondu du tout pendant 2 semaines. Mathieu a répondu, je t'entends. Ce qui ne voulait absolument rien dire, mais reconnaissait au moins qu'il l'avait lu. La réponse de ma mère est arrivée 3 jours plus tard sous la forme d'une lettre manuscrite envoyée à notre appartement. Elle faisait 4 pages, et je vais la résumer car lire l'intégralité nécessiterait un niveau d'endurance émotionnelle que je ne veux pas vous imposer. La lettre commençait par « Je n'ai toujours voulu que le meilleur pour toi ». Ce qui est la phrase d'ouverture universelle des parents qui s'apprêtent à justifier un comportement terrible. Elle parlait de la façon dont elle s'était sacrifiée pour nous pendant notre enfance, comment elle avait toujours fait passer ses enfants en premier, comment tout ce qu'elle avait fait était par amour. Elle a reconnu le plan d'opposition, mais l'a présenté comme un moment de désespoir d'une mère qui était terrifiée à l'idée de perdre son fils. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas mentionné Chloé par son nom une seule fois. Et elle a terminé la lettre en disant qu'elle espérait que je reprendrais mes esprits et que la porte était toujours ouverte. J'ai lu la lettre une fois. Chloé l'a lu une fois. Nous nous sommes regardés et Chloé a dit, ce ne sont pas des excuses. C'est un communiqué de presse. Elle avait raison. C'était 4 pages de ma mère se centrant elle-même dans une situation où elle était l'agresseur, enveloppant ses actions dans le langage de l'amour maternel pour éviter de prendre ses responsabilités. Je l'avais vu faire ça toute ma vie, réécrire l'histoire pour être toujours l'héroïne ou la victime, jamais la méchante. Mais je n'y croyais plus. J'ai écrit une courte réponse. J'ai dit que j'avais reçu sa lettre, que j'appréciais qu'elle ait pris le temps d'écrire, mais que jusqu'à ce qu'elle puisse offrir de véritables excuses incluant le nom de Chloé et reconnaissant des actions spécifiques, je maintiendrai mes distances. J'ai signé, avec amour, Julien, parce que je l'aimais. Je ne pouvais simplement plus la laisser me blesser. 3 mois ont passé. Chloé et moi nous sommes installés dans la vie conjugale, qui était plus calme et plus heureuse que je ne l'avais jamais imaginé. Nous avons adopté un autre chien, un bâtard ébouriffé nommé Milo, qui avait une oreille dressée et une oreille tombante et qui avait l'air en permanence confus partout, ce qui était honnêtement assez parlant pour moi. J'ai obtenu une promotion au travail. Chloé a commencé à étudier pour ses examens de licence vétérinaire. Nous dînions avec Noémie un vendredi sur 2. La vie était belle. Et puis mon père a appelé. Mon père n'est pas du genre à téléphoner. En 30 ans, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il m'a appelé juste pour parler. Il communique principalement par des hochements de tête, de fermes poignées de main et des grognements occasionnels d'approbation lorsque quelque chose à la télévision l'impressionne. Donc, quand son nom est apparu sur mon téléphone un mardi soir, je savais que ce n'était pas un simple appel de courtoisie. Julien, a-t-il dit, et sa voix semblait différente, plus petite, comme si quelqu'un avait pris le bouton de volume de mon père et l'avait baissé de quelques crans. J'ai besoin de te parler en personne. Est-ce que je peux passer ? Chloé était assise en face de moi sur le canapé et elle a vu à mon visage qu'il se passait quelque chose. J'ai articulé mon père et elle a hoché la tête, m'a lancé un regard qui disait ton choix et s'est replongée dans son manuel. Milo dormait sur ses pieds, ronflant comme une minuscule tondeuse à gazon cassé. Oui, papa, tu peux passer. Il est arrivé 1 heure plus tard. Il portait un pantalon kaki et un polo, ce qui était essentiellement son uniforme, mais il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, fatigué d'une manière qui allait plus loin que le simple sommeil. Il s'est assis à la table de notre cuisine,
a accepté le café que Chloé lui a offert, et a attendu qu'elle quitte la pièce avant de parler. Mais Chloé s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a dit, avec tout le respect que je vous dois, si c'est à propos du mariage, j'aimerais être là pour ça. Mon père l'a regardée pendant un long moment, puis a hoché la tête. C'est juste. Elle s'est assise. Milo a erré dans la pièce et s'est assis sur le pied de mon père, ce que mon père a fait semblant de ne pas remarquer. Et je vous donne ces détails parce que l'image de mon père stoïque d'1,88 m ayant une conversation émotionnelle pendant qu'un bâtard de 6 kilos bavait sur son mocassin est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis venu m'excuser, a-t-il dit, et puis il s'est arrêté comme si les mots étaient physiquement difficiles à produire. Mon père faisait partie d'une génération d'hommes qui croyaient que les émotions étaient un luxe et la vulnérabilité un défaut de conception. Alors ce qu'il a fait ensuite a probablement été la chose la plus difficile qu'il ait faite depuis des années. Ce que ta mère a planifié était mal. Je savais que c'était mal quand elle l'a proposé et j'aurais dû y mettre un terme. Je ne l'ai pas fait. J'ai suivi le mouvement parce que c'est ce que j'ai toujours fait avec ta mère. Elle a une vision de la façon dont les choses devraient être et je me contente de suivre parce que c'est plus facile que de se battre. Ce n'est pas une excuse. C'est un échec. Il a regardé Chloé. Je te dois des excuses plus qu'à quiconque. Tu n'as été que gentille et patiente avec cette famille, et nous te l'avons rendu en essayant de ruiner le jour le plus important de ta vie. Je suis désolé, vraiment. Les yeux de Chloé étaient rouges, mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit, merci. Ça signifie beaucoup. Puis il m'a regardé. Julien, j'ai été interminable pour toi. Pas dans les aspects évidents. Pas dans les aspects sur lesquels les gens écrivent. Je t'ai nourri. Je t'ai logé. J'étais là. Mais je ne me suis jamais battu pour toi. Tes frères ont eu mon attention parce qu'ils l'exigeaient. Et tu étais si facile à vivre et si silencieux que j'ai juste supposé que tu allais bien. Ce n'était pas juste. Tu méritais un père qui te remarquait sans qu'on le lui demande. Et je suis désolé de ne pas avoir été ce père. Je ne vais pas faire semblant d'avoir géré ça avec sang-froid. Ce n'est pas le cas. Je me suis assis à ma propre table de cuisine, j'ai mis mes mains sur mon visage et j'ai pris quelques minutes pour simplement exister avec le fait que mon père avait enfin dit la chose que j'avais besoin d'entendre depuis 29 ans. Chloé a mis sa main sur mon dos. Milo, sentant la gravité émotionnelle de la situation, a essayé de manger mon lacet. Mon père et moi avons parlé pendant 2 heures ce soir-là. Il m'a dit que les 3 mois qui avaient suivi le mariage avaient été les pires de son mariage. Ma mère s'était obstinée dans sa position, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal, refusant de reconnaître la moindre faute. Mon père l'avait apparemment repoussée pour la première fois de tout leur mariage, lui disant qu'elle devait s'excuser, qu'elle allait me perdre définitivement si elle ne changeait pas de cap. Cela avait causé ce qu'il a décrit comme une tension importante à la maison, ce qui dans le vocabulaire modéré de mon père signifiait probablement des disputes et des dîners silencieux. Il m'a dit que Alexandre s'était ravisé, en quelque sorte. La femme d'Alexandre, Émilie, que j'avais toujours aimée mais que je ne connaissais pas bien, lui avait apparemment passé un savon après avoir découvert toute l'histoire. Émilie avait dit à Alexandre que si quelqu'un essayait jamais de faire un truc pareil à leur mariage, elle aurait demandé le divorce avant la réception et que Alexandre devait sortir la tête du sable et s'excuser auprès de son frère. Alexandre, fidèle à lui-même, ne s'était pas encore excusé, mais il avait cessé de défendre la position de ma mère, ce qui, venant d'Alexandre, équivalait à hisser le drapeau blanc. Mathieu était toujours Mathieu, ne s'engageant pas, fuyant les conflits, m'envoyant de temps en temps un vague texto disant qu'il voulait la paix sans rien faire pour la créer. Mon père a dit que Mathieu se sentait coupable mais ne savait pas comment l'exprimer, ce qui était logique. Mathieu avait passé toute sa vie à être assez charmant pour éviter d'avoir jamais à être courageux. Et cette situation exigeait un courage qu'il n'avait pas développé. Quant à ma mère, mon père a été honnête. Il a dit qu'elle n'était pas prête. Elle croyait toujours qu'elle avait agi par amour, se voyait toujours comme la partie lésée, pensait toujours que Chloé était le problème. Il a dit qu'il travaillait là-dessus avec elle, mais qu'il ne pouvait rien promettre. Ta mère est une bonne personne qui a fait une chose terrible, et elle n'est pas prête à admettre que la chose terrible était terrible, a-t-il dit. J'espère qu'elle y arrivera. Je vais continuer d'essayer. Je lui ai dit que j'appréciais sa venue, que ses excuses signifiaient plus qu'il ne le pensait probablement, et qu'il était le bienvenu chez nous quand il le souhaitait.
Je lui ai aussi dit que ma limite avec ma mère tenait toujours jusqu'à ce qu'elle puisse sincèrement s'excuser et il a dit qu'il comprenait. C'était il y a 2 mois. Voici où en sont les choses maintenant. Mon père vient dîner chez nous une semaine sur 2. Il a développé sa propre relation avec Chloé, ce qui implique principalement qu'il l'aide à faire des mots croisés et qu'elle lui apprenne les différentes races de chiens. Il est maladroit, mais il essaie. Et essayer compte pour beaucoup quand on vient d'une famille qui n'a jamais rien essayé du tout. Alexandre m'a appelé environ 1 mois après la visite de mon père. La conversation a été guindée et inconfortable, et ses excuses ont été à peu près aussi gracieuses qu'une girafe en patin à roulettes, mais c'était sincère. Il a dit, « J'ai été un idiot. Je n'aurais pas dû accepter le plan de maman, et je n'aurais pas dû t'embêter à propos de Chloé. Elle est bien pour toi, et j'aurais dû le voir. » Puis il s'est éclairci la gorge et a ajouté, « Aussi, Émilie dit que si je ne répare pas ça, elle va me rendre la vie très désagréable. Et honnêtement, elle me fait plus peur que maman. » J'ai ri. C'était la première fois qu'Alexandre et moi rions ensemble depuis plus d'1 an. Nous ne sommes pas encore proches, mais nous nous parlons, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Mathieu a fini par faire surface avec des excuses qui étaient du Mathieu classique. Assez sincère pour compter, mais assez vague pour éviter tout véritable inconfort. Il nous a acheté un cadeau de mariage en retard, une cafetière sophistiquée que ni l'un ni l'autre n'avait demandé, et y a joint une carte qui disait « J'aurais dû te soutenir. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Ce n'était pas un geste grandiose, mais venant de Mathieu, c'était significatif. Il est venu dîner une fois et a passé la majeure partie de la soirée à jouer avec Milo, ce qui était probablement sa façon d'éviter une conversation profonde, mais au moins il était là. Ma mère, c'est la partie difficile. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a pas contacté directement. Selon mon père, elle y réfléchit, ce qui pourrait signifier n'importe quoi, d'une véritable introspection à la planification de son prochain mouvement. Je ne sais honnêtement pas lequel des deux. Une part de moi croit qu'elle finira par se raviser parce que, sous tout ce contrôle, cette gestion de son image et ce besoin d'avoir raison, elle-même. Je dois le croire. Mais une autre part de moi sait que certaines personnes préfèrent avoir raison plutôt que d'être proches des autres. Et ma mère pourrait être l'une de ces personnes. Je suis d'accord avec ça. Pas heureux, mais d'accord. J'ai arrêté d'attendre que ma mère devienne la mère dont j'avais besoin. J'ai arrêté de jouer le rôle du fils facile et silencieux qui maintient la paix à ses propres dépens. J'ai arrêté de mesurer ma valeur à la quantité d'attention que ma famille m'accordait. J'ai une femme qui pense que je suis la meilleure chose qui soit depuis le pain en tranches, et honnêtement, elle est peut-être partiale, mais je ne vais pas la contredire. J'ai un père qui apprend à être présent. J'ai des frères qui découvrent lentement comment être des frères. J'ai une cousine qui a plus de valeur que tout le reste de mon arbre généalogique réuni. J'ai 2 chiens ridicules, un bon travail, une maison qui sent le café et les friandises pour chiens, et une vie que j'ai construite moi-même sans la permission de personne. Et j'ai le souvenir de mon jour de mariage, pas celui que ma mère avait planifié avec son discours de 2 pages, son opposition coordonnée et son besoin désespéré de contrôler un moment qui ne lui a jamais appartenu. Celui que Chloé et moi avons construit à 6 heures du matin dans une ferme où nous n'étions jamais allés, entourés par les personnes qui voulaient vraiment que nous soyons heureux. Quelqu'un à la réception m'a demandé si je m'inquiétais des retombées, si je pensais que déplacer le mariage était trop extrême, trop dramatique, trop excessif. Et je me souviens avoir regardé Chloé de l'autre côté de la terrasse, éclairée par les guirlandes lumineuses, riant de quelque chose que Noémie avait dit avec des fleurs sauvages dans les cheveux et l'étang brillant derrière elle, et j'ai pensé, non, ce n'était pas trop. Pour la première fois de ma vie, c'était exactement ce qu'il fallait. Commentaire, je tenais à vous dire ce qui m'a le plus marqué dans ce récit. C'est cette façon de choisir sa propre dignité qui m'a vraiment touché. Poser des limites n'est pas un rejet, c'est un acte d'amour envers soi. La gentillesse commence souvent par être bienveillant envers soi-même avant de l'être avec les autres. Guérir de vieilles blessures familiales demande du courage et de la patience. Chacun de nous mérite d'être entouré de personnes qui nous choisissent vraiment. Prendre la responsabilité de son propre bonheur est l'un des plus beaux gestes que l'on puisse faire. Parfois, il faut oser choisir la paix intérieure plutôt que la paix apparente. J'espère que cela vous invite à réfléchir à vos propres relations avec bienveillance. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous avez le droit d'être heureux. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.